Je vais faire sans doute des remarques plus ouvertes après l'exposé parce qu'il risque de dépasser un peu le temps, mais je vais essayer de ne pas le faire. Surtout que Thomas a sauvé 5 minutes gentiment. Merci. Il y a plusieurs façons de poser la question des rapports entre le nihilisme et la démocratie. La perspective qui paraît d'abord s'imposer consiste à partir d'une réflexion sur le nihilisme pour interroger les liens que la démocratie entretiendrait ou non avec lui. S'ouvrent alors trois principaux types d'enjeux. Le premier consiste à se questionner sur les effets politiques du nihilisme et à se demander plus précisément s'il entrave ou favorise l'avènement de la démocratie. Le second retourne la question en se demandant plutôt quels sont les effets de la démocratie et si elle contribue ou non à l'avènement du nihilisme. La réflexion historique sur ces influences croisées appelle enfin à s'interroger de manière plus fondamentale sur l'existence ou non de liens intrinsèques entre la démocratie, entendue aussi bien dans ses principes, son imaginaire et ses pratiques, et ce qu'on entend généralement par le nihilisme. Plusieurs auteurs contemporains ont soulevé conjointement ces trois types de questions, mais mon propos aujourd'hui ne sera pas de distinguer ces divers croisements critiques ou programmatiques entre le nihilisme et la démocratie. J'aborderai la question des rapports entre les deux pôles, non pas à partir du nihilisme, mais en considérant le terme et ce qu'il vise de l'extérieur. Que ce soit pour critiquer le nihilisme, pour le reprendre à son compte, l'importance attribuée au terme me paraît en effet découler d'une perspective très particulière sur le monde, dont il faut peut-être apprendre à se dégager. Cette perspective amène notamment à poser la question de la démocratie à partir d'enjeux qu'on peut appeler théologico-politiques. Dans l'histoire de la pensée occidentale, cette approche reste fortement marquée par l'empreinte de Platon. Les deux penseurs qui ont le plus fait pour définir et imposer philosophiquement la question du nihilisme, Nietzsche et Heidegger, ont souligné avec force cette empreinte de Platon sur l'ensemble de la pensée occidentale. On peut lire leur œuvre comme un effort pour la combattre et aussi un effort pour comprendre les effets de la perte d'efficacité historique de la métaphysique platonicienne. Perte d'efficacité qui est pour eux un des signes d'un possible approfondissement du nihilisme. Adversaires de Platon, Nietzsche et Heidegger paraissent néanmoins, à bien des égards, continuer à penser dans ces termes, ce que la question des liens possibles entre nihilisme et démocratie révèle sans doute mieux qu'aucune autre. Notre objectif devient donc d'esquisser brièvement, dans un premier temps, la thèse voulant que l'enjeu du nihilisme porte la marque de Platon, même lorsqu'on prétend le tourner contre lui, comme le font Nietzsche et Heidegger. Nous tâcherons ensuite d'éclairer, à partir de la critique platonicienne de la démocratie, les liens qu'ils établissent entre le nihilisme et la politique moderne. Nous conclurons par quelques remarques sur une possible autre voie pour penser la démocratie hors de toute référence au nihilisme. Première partie, l'origine platonicienne de l'enjeu du nihilisme. Tâchons d'abord d'éclairer la notion de nihilisme. On s'entend généralement pour admettre la pluralité de significations du terme depuis son usage dans les débats internes à l'idéalisme allemand, puis dans les polémiques religieuses, morales et politiques russes de la fin de la seconde moitié du 19e siècle. Nietzsche le reprendra à son compte dans sa généalogie de l'esprit moderne, au point où l'enjeu du nihilisme semble désormais inséparable de son œuvre. C'est en retrouvant sa perspective pour la dépasser que Heidegger cherchera à son tour à penser la signification historique du nihilisme, en concluant d'ailleurs que la doctrine nietzschéenne de la volonté de puissance est une de ses expressions les plus abouties. Les apports nietzschéens et heideggeriens ont approfondi la réflexion sur le nihilisme tout en conservant au terme sa complexité paradoxale. Quoiqu'il soit impossible ici de rendre compte de cette complexité de manière exhaustive, il semble utile d'en esquisser une brève cartographie. Le nihilisme renvoie à l'idée d'un néant actuel ou d'une néantisation, c'est-à-dire à l'idée d'un état ou d'une dynamique caractérisée par le rien ou la pensée du rien. Il suggère un contraste possible entre ces actualisations paradoxales du rien et quelque chose qui n'en porterait pas la marque, d'où la forme d'une nostalgie explicite ou implicite de la présence ou de la substance que prend souvent la critique du nihilisme. La réflexion sur le nihilisme lui prête cependant la propriété, parfois, de finir par absorber toute réalité, au point où aucun contraste entre le rien et quelque chose ne serait plus possible, puisque toute chose se ramènerait finalement au rien. On peut se rappeler ici la phrase de Nietzsche « Malheur à celui qui porte le désert en lui, car le désert croît ».
Le nihilisme peut donc avoir une signification très générale à tel point qu'elle finit parfois par tout englober. Le terme prend néanmoins des significations plus circonscrites selon ce qui semble nier, dévaloriser, néantiser. Ce peut être des conceptions mythiques et religieuses qui donnaient sens au monde en l'intégrant à une cosmologie sacrée. C'est en ce sens que leur mise en doute, par exemple par Socrate dans l'Athènes tardive, a pu être interprétée par Nietzsche comme un phénomène qui participait de la même tendance décadente et nihiliste que ce qu'a pu induire beaucoup plus tard la mort de Dieu. Mais Nietzsche suggère aussi que ce qui est nié et dévalorisé au nom d'une réalité jugée plus vraie et substantielle peut être le monde lui-même et la vie entendue comme son expression et son symbole. L'arrière-monde de la métaphysique ou du monothéisme devient alors l'expression théorique et religieuse d'une pulsion nihiliste sublimée. Sa position sur ce point demeure néanmoins complexe. Il laisse parfois entendre, en effet, que c'est par surcroît de force vitale que Platon aurait créé la métaphysique, ou encore que la hiérarchie entre l'idée et le monde représenterait une forme d'aristocratisme. Le plus souvent, il insiste toutefois sur la corruption moralisatrice que le plébéien Socrate aurait exercée sur Platon. La métaphysique platonicienne lui semblait donc non seulement être porteuse de conséquences nihilistes à plus ou moins long terme, mais elle dériverait intrinsèquement de la contagion d'une pulsion décadente. Négation des mythes qui donnaient sens au monde, négation du monde par la création philosophique et monothéiste d'un arrière-monde. À ces deux formes s'ajoute enfin la négation des arrière-mondes eux-mêmes, qui mène en quelque sorte à terme la charge de négation contenue dans les formes précédentes. L'idée de Dieu contenait peut-être en puissance une négation du monde, mais c'est la mort de Dieu qui laisserait l'homme orphelin à la fois du monde et de l'absolu religieux qui avait si longtemps donné sens au réel. La signification du nihilisme peut donc varier considérablement selon ce qui se trouve vidé de sens. Elle varie aussi selon le sujet qu'on estime porteur de cette dévaluation. Ce sujet peut être un penseur comme Socrate ou Platon selon Nietzsche, ou encore une entité beaucoup plus large comme une religion ou une civilisation. Nietzsche n'a eu de cesse d'associer le nihilisme au destin de l'ensemble de la civilisation occidentale et chrétienne. Heidegger surenchira sur ce point, englobant dans le nihilisme tous ceux qui s'en croient le moins atteints, jusqu'à y intégrer Nietzsche lui-même. Le nihilisme devient alors le destin de l'Occident, le mouvement qui l'entraîne vers une néantisation toujours plus poussée du monde. Rappelons enfin que la signification du nihilisme varie selon qu'on le conçoive comme quelque chose à comprendre, à critiquer ou à valoriser. L'œuvre de Nietzsche illustre à elle seule la superposition, le croisement et la tension de ces diverses significations du nihilisme, à commencer par les tentations successives de le valoriser ou de le dévaloriser radicalement. Heidegger n'échappe pas, lui aussi, à ces alternances qui reflètent sans doute en partie une volonté de disqualifier tour à tour des adversaires très différents. Le noyau de leur compréhension respective du nihilisme consiste néanmoins à le voir comme la dynamique essentielle de l'histoire occidentale, qui intègre de Dieu un vaste cycle qu'on pourrait résumer ainsi: la décadence du monde grec confirmée et accélérée par Socrate, le réenchantement idéaliste platonicien qui cherche à s'opposer à cette décadence, mais qui donne en réalité une forme encore plus puissante aux forces de négation, le christianisme platonisé qui fonde une civilisation dont l'essence la plus intime contient son propre dépérissement, que la mort de Dieu fera finalement apparaître au grand jour. Enfin, la poursuite malgré tout d'un travail de sape par l'action persistante de la métaphysique et de la morale chrétienne sous les visages nouveaux de la technique et des diverses formes d'idéaux politiques démocratiques. Au final, les grands récits nietzschéens et heideggeriens sur le nihilisme rejoignent donc la question politique et plus précisément la question de la démocratie. Nietzsche ne parvient toutefois à la politique qu'à travers une histoire héroïque de la pensée qui donne le premier rôle à l'action de penseurs comme Socrate et Platon. Mais Socrate et Platon sont vus, au final, comme l'expression de la décadence grecque, qui elle-même manifesterait un abaissement de la volonté de puissance. Même schéma chez Heidegger. Dans un premier temps, lecture héroïque de l'histoire occidentale, et donc du nihilisme, centrée sur la succession de grandes figures de pensée. Dans un second temps, interprétation de cette histoire comme une succession de visages de l'être, c'est-à-dire comme une dynamique plus ou moins profonde où l'action individuelle n'est qu'un épiphénomène. Dans les deux cas, qu'on propose une histoire centrée sur quelques noms propres ou une auscultation des formes de la volonté de puissance ou des visages de l'être, le fait politique paraît toutefois second. La démocratie semble en effet de surface dans un grand récit métaphysique ou ontologique. Si le devenir de l'Occident est le nihilisme, la démocratie ne serait que le masque politique de ce vide croissant. Mais cela veut dire aussi que la démocratie manifesterait l'essentiel à qui sait le voir.
La démocratie se réclame de la liberté, de l'égalité, ou si l'on veut, de l'autonomie. Elle semble donc avoir pour point de départ et pour horizon que l'homme est la mesure de toute chose. C'est essentiellement là où Nietzsche et Heidegger rejoignent Platon, malgré la critique qu'ils en font, car tous les trois estiment, de manière à chaque fois différente, que l'homme n'est pas la mesure de toute chose et que le régime qui affirme cela ne peut en réalité être que celui du vide. Si le nihilisme nous apparaît comme un enjeu platonicien, c'est donc notamment parce que les auteurs qui ont le plus profondément et efficacement contribué à le thématiser ne font que redire, d'une autre manière, 2 millénaires après Platon, que de l'idée voulant que l'homme soit la mesure de toute chose ne peut découler que le vide, un vide contagieux, croissant, qui finit par atteindre l'homme lui-même. Deuxième partie, l'origine platonicienne de l'idée du vide démocratique. Tâchons de serrer d'un peu plus près l'idée de la proximité entre la critique du nihilisme et Platon en nous concentrant désormais sur le terrain politique. Nous procéderons de manière très classique en distinguant d'abord brièvement l'analyse de la démocratie proposée par Aristote et l'analyse qu'en fait Platon. Il y aurait beaucoup à dire sur ce terrain, mais un seul point nous retiendra, l'horizon d'immanence de l'analyse aristotélicienne dans les politiques, comme contraste à l'horizon de transcendance de l'analyse platonicienne dans la République et le politique. Aristote présente la démocratie et l'oligarchie comme les deux régimes qui alternent dans la politique tardive, une fois que les idées traditionnelles, souvent naïves, sont remplacées par un affrontement plus lucide des intérêts entre les diverses parties de la cité. La démocratie n'est donc pas pensée comme la manifestation ou l'effacement du bien, mais comme une forme imparfaite et partielle, fondée néanmoins sur des intérêts et une conception de la justice véritablement ancrée dans la nature des choses. Elle permet d'ailleurs d'actualiser plus largement que tout autre régime la figure du citoyen, qui est une des formes de la bonne vie et de l'excellence éthique, toujours selon Aristote. Sans doute peut-on soutenir que la vie citoyenne n'est pas la plus élevée, puisque seule la vie philosophique vise un rapport véritable au tout, au cosmos et à Dieu par la médiation de la pensée. La vie politique actualise néanmoins des vertus naturelles dans un ordre de réalité qui a sa dignité propre et où la question de Dieu et du tout n'a pas à être sans cesse présente à la conscience des citoyens. Dans l'ordre politique, le citoyen véritablement excellent, qui sait commander et obéir, est d'ailleurs la mesure légitime de la vertu. On pourrait donc dire qu'en politique, pour Aristote, l'homme, s'il est excellent, est effectivement la mesure à partir de laquelle il faut juger. Et pour être excellent, cela ne prend pas une capacité qui aille au-delà de la nature, surtout dans une cité qui serait elle-même excellente. La politique est donc pensée par Aristote dans l'horizon d'une morale naturelle et immanente. Son sens se suffit à lui-même. Pas plus que l'oligarchie, la démocratie n'est une forme du vide qui nourrit le vide. Elle peut d'ailleurs être améliorée à partir de ce qu'elle est déjà, si elle fait place à des intérêts, à des principes tout aussi réels qui viennent la compléter. Dans la perspective immanente d'Aristote, nulle place donc pour l'idée du nihilisme, ni pour son association à tel ou tel régime. Dès la République, Platon avait tracé un tout autre portrait de la démocratie. Mais rappelons d'abord les traits essentiels du dialogue. Socrate y déploie une longue interrogation sur la justice dont le cœur est la recherche de l'idée pure du juste à partir d'une réflexion sur l'ordre souhaitable de la cité et de l'âme. Face au régime purement juste, ou plus précisément face au régime où l'idée pure de la justice serait présente dans l'ordre sensible, tous les régimes concrets semblent entachés d'un manque essentiel. Le récit détaillé de la décadence politique au livre 8 est très exactement le récit d'un vide qui gagne peu à peu la cité par l'oubli ou l'effacement de la justice. Cet éloignement atteint son stade décisif avec la démocratie, régime sans arché, sans principe directeur, où tout se vaut et où l'âme humaine tourne sans repos au souffle de tous les désirs. Aléatoire et contingent. Platon insiste, en démocratie, le trône de l'âme que devrait occuper la raison et le désir du bien reste vide. Aucune éducation valable, ni celle de la tradition et des pères, déjà corrompus, ni celle de la philosophie, ne forme l'âme à la vertu et à la justice. Ce vide laisse la place au simulacre, à l'infiniment variable ou encore au pur désir de domination de la tyrannie. La démocratie prétend sans doute servir l'égalité et la liberté, mais ses idéaux seraient creux, puisque l'égalité y vise à rendre égal ce qui ne l'est pas, et la liberté y vise à justifier ce qui se détourne de la vérité. La démocratie apparaît donc à Platon comme le moment politique où le néant devient pleinement visible. D'autres aspects de l'œuvre de Platon viennent nuancer cette lecture théologico-politique de la démocratie, surtout dans les lois. On trouve néanmoins une expression encore plus forte, encore plus nette de cette lecture dans le politique. Nous ne ferons à nouveau qu'évoquer rapidement l'aspect le plus significatif du texte de Platon à cet égard.
Au cœur du dialogue, Platon introduit un récit mythique sur l'origine du monde. Selon ce récit, un dieu a créé le monde puis s'en est détourné. Lorsqu'il veillait au sort de sa création, tout suivait l'ordre voulu, allait à l'endroit, c'était l'âge d'or. Mais ensuite, le monde, abandonné à lui-même par le dieu, s'éloigne de sa force et de sa beauté originelle. Il s'inverse. Il est important d'insister d'ailleurs sur le fait que cette autonomie nouvelle à l'égard du dieu, pour reprendre un mot moderne, autonomie, n'est pas le fruit d'une conquête humaine. On ne doit pas la concevoir, suggère Platon, comme la victoire d'être capable d'autonomie. Ce n'est pas l'âge adulte et éclairé de l'humanité, ce n'est pas les Lumières. L'autonomie du monde serait plutôt le résultat de l'initiative du Dieu qui abandonne et qui se détourne. L'autonomie est une absence. Dès lors, le régime de l'autonomie maximale pourra apparaître comme le régime de l'abandon maximal. La démocratie est le régime du silence divin. Elle est le régime des hommes abandonnés à eux-mêmes, des hommes qui croient à tort avoir eu l'initiative de ce qu'ils prennent pour leur liberté et qui n'est qu'un mouvement d'inversion de tout ce qui caractérisait l'ordre premier, l'ordre fondé en vérité. Le politique ne contient pas, bien sûr, que ce mythe central, et Platon y nuance d'ailleurs déjà sa position sur la démocratie en suggérant qu'un monde voué à l'imperfection peut malgré tout chercher à imiter le monde parfait. Le dialogue développe néanmoins des thèmes qui nourrissent l'idée d'un progrès du néant par l'éloignement de la présence initiale du Dieu au monde. Le Timée, dialogue tardif, fournira plus tard de nouveaux éléments de cet ordre en suggérant cette fois que ce monde imparfait a peut-être été créé par un mauvais démiurge. On connaît l'importance que prendra cette vision dans certains courants gnostiques de l'Antiquité, qui sont eux-mêmes une des sources lointaines de la veine nihiliste qui se ravivera chez les penseurs russes du 19e siècle. Par-delà l'antiplatonisme parfois tonitruant de leurs pensées, les puissantes intuitions ontologiques et psychopolitiques de Platon demeurent pleinement actives chez Nietzsche et chez Heidegger. Le portrait nietzschéen du dernier homme dans Ainsi parlait Zarathustra est d'une étonnante proximité avec la critique platonicienne de l'âme démocratique. Nietzsche rattache d'ailleurs directement le dernier homme à l'esprit démocratique dans Par-delà bien et mal. L'homme démocratique serait animé d'un fouillis bigarré d'idées et de passions venues d'horizons divers, un bâtard sans force réelle, sinon la volonté de nier tout ce qui le dépasse et le surpasse. Car il est avant tout un négateur, et ce qu'il affirme, l'égalité et la liberté, ne sont que des vecteurs de négation, puisqu'il n'y a pas de liberté, toujours selon Nietzsche, il n'y a pas de liberté et que le monde est toujours une hiérarchie déterminée de forces diverses. Les analyses fameuses du « on » indéterminé dans Être et temps de Heidegger rappelle aussi bien Nietzsche que le portrait tocquevillien du conformisme démocratique. Ce n'est d'ailleurs pas gratuitement qu'un heideggerien comme Jean Vioulac, que Thomas a cité, se réapproprie les analyses de la démocratie en Amérique, même s'il change en quasi-destin, ce que Tocqueville présentait comme un risque à combattre. La nostalgie née d'un sentiment de perte est plus présente chez Heidegger que chez Nietzsche. Bien sûr, il ne parle plus d'un monde abandonné par le Dieu, comme le faisait Platon à travers un mythe. Mais la thématique du voilement de l'être et de l'éloignement continu produit par la métaphysique reproduit les grands axes de ce que suggérait déjà Platon. L'homme n'est pas la mesure de toute chose. Son autonomie n'est qu'une apparence. Le régime qui installe l'idée d'autonomie au cœur de la cité ne fait qu'institutionnaliser le vide et l'impuissance à l'égard de ce qui est vraiment en cause. Heidegger ne changera jamais sur ce point. Dans son célèbre entretien au magazine Spiegel, il réaffirme sa conviction de l'incapacité de la démocratie à faire face aux défis liés à la progression de la technique. Au mieux, la démocratie est impuissante et inutile. Au pire, elle est la mise en forme des vecteurs de négation du monde qui travaillent souterrainement la pensée occidentale et donc le monde moderne. La critique du nihilisme occidental et moderne chez Nietzsche et Heidegger nous semble donc relever du même esprit que la critique du vide démocratique chez Platon. Elle n'est possible que par le contraste explicite ou implicite avec un plein, une présence non altérée. Ce plein, chez Platon, est l'idée. Il est la volonté de puissance forte et le surhumain chez Nietzsche. Il est l'être ou le rapport authentique à l'être chez Heidegger. Pour contrer la nostalgie du plein, deux grandes stratégies semblent possibles. On peut retourner les jugements de Platon, Nietzsche et Heidegger pour faire l'apologie du vide. Sur le plan politique, par exemple, on peut, avec Claude Lefort et d'autres, faire l'apologie de la démocratie comme lieu vide du pouvoir.
Bien sûr, Lefort n'est pas nihiliste au sens où il considérait la démocratie comme inapte à chercher la vérité ou la justice, ou encore qu'il considérait la vérité et la justice comme des illusions. Mais bien des penseurs vont aujourd'hui dans ce sens. À leurs yeux, la façon adéquate de sortir de la tradition théologico-politique occidentale serait d'accepter le vide démocratique, vu comme le pendant politique de la mort de Dieu. Mais qu'on fasse ce qu'on voudra pour donner un sens positif, oui, j'achève, un sens positif au mot vide, néant, nihilisme, ils porteront toujours la marque initiale d'une nostalgie de la présence. La posture donne d'ailleurs trop souvent l'impression d'une forme d'héroïsme revendiqué à peu de frais. Le courage exigerait de nous que nous vivions et agissions dignement face au vide. Et puisque nous ne nous suicidons pas, pourrait nous souffler Camus, cela doit vouloir dire que nous remportons malgré tout, et peut-être malgré nous, le défi de l'absence du sens. Or, il faut se méfier, me semble-t-il, de toute posture théorique qui fait de nous des héros, même si ce n'est que des héros ordinaires. Il existe une autre voie de sortie de la tradition théologico-politique inaugurée par Platon et paradoxalement continuée par Nietzsche et Heidegger. A-t-on vraiment besoin, pour penser la démocratie, d'une ontologie polarisée entre le sensible et l'intelligible, entre la volonté forte et la volonté faible, entre le rapport authentique et inauthentique à l'être? Ne faut-il pas désencombrer l'analyse politique de ces référents ontologiques au lieu de les reconduire d'une manière négative comme le fait la postulation du nihilisme? La sobre voie ouverte par Aristote, prolongée d'ailleurs par des penseurs comme Machiavel ou même par Tocqueville, semble plus indiquée pour nous réconcilier avec le réel que les frissons du néant auxquels se complaît parfois un peu trop la part religieuse et artiste de nos âmes. Voilà.